Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment faire pour être plus heureux, pour vivre une belle vie, pour apprécier son quotidien? C'est une question à laquelle je pense, en tout cas on essaye tous de répondre, mais à laquelle il est, je pense aussi, extrêmement difficile de répondre. Sauf qu'il y a un concept. Il y a un concept que je trouve intéressant, qui est un concept, il me semble, dont a déjà parlé Stephen Covey, inventé par Stephen Covey, qui s'appelle Start with the end in mind. C'est-à-dire commence avec la fin en tête. Et c'est un concept qui est très intéressant puisque quand vous cherchez à accomplir quelque chose, quand vous essayez de mettre en place un plan, le mieux finalement c'est de partir de la fin, de ce que vous voulez faire et de déconstruire le plan en partant de la fin, plutôt que du début. Parce que de cette façon, vous savez exactement où vous allez. Si vous voulez perdre du poids mais que vous ne savez pas combien de kilos vous voulez perdre, c'est compliqué d'établir le bon plan. Si vous voulez gagner 10 000 euros par mois en investissant, c'est plus simple à partir de cette donnée-là d'établir le plan nécessaire pour y parvenir plutôt que de vous dire je vais investir et je verrai ce qui se passe par la suite. C'est quoi le rapprochement entre ces deux idées et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il existe un livre de Bronnie Ware qui s'appelle « Les 5 plus grands regrets de personnes en fin de vie ». Un livre que j'ai lu et un livre que je trouve incroyable. Il est incroyable parce qu'il arrive à condenser 5 leçons dont je vais vous parler aujourd'hui et on va essayer de débattre ensemble de ces leçons. J'ai pas pris de notes, j'ai juste noté en fait les passages que j'ai trouvés intéressants. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que on va partir de la fin. On va se dire finalement, qu'est-ce qu'on veut à la fin de notre vie? Qu'est-ce qui va être pour nous important à ce moment-là? C'est quoi les choses à éviter, les regrets à éviter? Et à partir de ça, essayer de construire aujourd'hui un plan finalement, qui va nous amener à la fin de notre vie, même si c'est toujours des sujets dont il est difficile de parler, mais qui pourtant sont des sujets importants. Parce que la question c'est, de quoi vous voulez être fier le jour J? Qui va arriver? Il va arriver pour moi, il va arriver pour vous, il va arriver pour tout le monde. De quoi vous voulez être fier? Est-ce que vous voulez être fier du nombre d'abonnés que vous avez sur les réseaux? Est-ce que vous voulez être fier de l'argent que vous avez sur votre compte en banque? Ou est-ce que vous voulez être fier de l'expérience, des expériences, de tout ce que vous avez vécu tout au long de votre vie? Et donc, ce que je trouve incroyable avec ce livre, c'est qu'on va avoir finalement le récit, l'histoire, les regrets, les regrets les plus importants des personnes en fin de vie. Et j'ose imaginer que si autant de personnes ont ces regrets-là qui sont toujours plus ou moins les mêmes et similaires, on les aura probablement. Et on va essayer d'en tirer quelque chose pour faire en sorte de ne pas vivre avec ces regrets et d'éviter les mêmes erreurs. Le premier regret, c'est le suivant. J'aurais aimé avoir le courage de vivre pour moi-même et non de faire ce que les autres attendaient de moi. Et ce que dit l'auteur à ce propos-là est extrêmement intéressant. Beaucoup de gens réalisent en fin de vie qu'ils n'ont pas vécu selon leurs propres choix. Ils regrettent de ne pas avoir pris plus de risques pour eux-mêmes, de ne pas avoir fait preuve de courage pour se libérer des attentes des autres. Et ce que je trouve extrêmement parlant, et c'est la peur ou le regret numéro 1, c'est que c'est un regret ou une peur plutôt qu'on a déjà tous aujourd'hui. Quand je pense à ça, quand je me dis je me pose devant cette note et je me dis Tony, c'est quoi toutes les choses? Non pas que t'as faites, parce que t'as fait plein de choses, c'est génial. T'as monté une boîte, t'as voyagé, t'as écrit un livre, t'as construit une relation incroyable, amoureuse comme amicale, donc t'as fait plein de choses dans ta vie et c'est super et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Mais je vais chercher plus loin. Et c'est quoi les choses que j'ai pas faites? C'est quoi les choses que je n'ai pas osé faire? Non pas parce que j'avais pas envie de les faire, mais par peur du regard des autres, par peur de ce qu'allaient penser les autres, par peur d'échouer et par conséquent de ce qu'allaient penser les autres de mon échec. Et cette question, elle est puissante. Parce que quand vous vous posez la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour les autres, à cause des autres? Et non pas, c'est pas de leur faute, c'est vous en fait. C'est vous qui vous bloquez vous-même. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai pas fait. Il y a plein de choses que j'ai pas fait, que j'ai pas osé faire. Ça peut être des contenus, ça peut être des formats, ça peut être des idées, ça peut être dans mon business ou pas, dans la vie aussi. Ça peut être plein de choses que je n'ai pas osé faire parce que j'avais peur. Tout est dans le titre en fait. J'avais peur de ce qu'on allait penser de moi. Et aujourd'hui encore, j'ai peur de ce qu'on pense de moi. J'ai peur que on me rejette. J'ai peur parce que c'est des peurs qui sont humaines et qui sont normales. Mais il y a 2 questions que je trouve intéressantes par rapport à ça. La première, c'est finalement, que vaut réellement la vie des autres? Qu'est-ce qui vaut en fait? Sachez que la majorité des gens que vous connaissez aujourd'hui vous auront probablement oublié dans 10 ans. Et pour sûr,
100% des gens que vous connaissez aujourd'hui vous auront oublié dans 100 ans. Parce qu'ils n'existeront plus. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, vous vous dites, à quoi ça sert de passer à côté de ma vie, de passer à côté de ce que je veux faire, de ce que je veux vivre, des expériences que je veux avoir, des projets que je veux lancer. Pourquoi je passe à côté de ça? Par peur du jugement de gens qui vont m'oublier, de gens probablement aussi qui se foutent littéralement en fait de ce que je fais aujourd'hui et qui en réalité ne vont pas me juger à la hauteur de ce que moi, je pense qu'ils vont me juger. Et la deuxième chose, c'est surtout à côté de quoi vous passez. Je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que la négation. Dans le business, dans la vie de manière générale. Il n'y a rien de plus puissant, au lieu de regarder qu'est-ce que vous allez obtenir, qu'est-ce que vous allez avoir si vous faites ce que vous dites que vous allez faire. Il n'y a rien de plus puissant que de se dire à côté de quoi je passe. Imaginez, prenez une feuille, un stylo, on va faire un exercice, et vous notez sur cette feuille tout ce que vous n'avez pas fait à cause de ça, à cause de cette peur, à cause de cette crainte, à cause du jugement des autres. Appelez-le comme vous voulez ce phénomène, mais à cause de ça, quelles sont toutes les choses que vous n'avez pas osé faire. Et vous verrez que la liste est très longue. Très souvent, cette liste est très longue. Maintenant, imaginez à quel point faire ces choses-là aurait pu vous rendre heureux, heureuse, à quel point ça aurait pu changer votre vie. Peut-être que vous rêvez de monter une boîte, mais vous ne l'avez jamais fait par peur. Peut-être que vous rêvez de partir à l'étranger, de déménager, d'apprendre une autre langue, de danser, de chanter, de vous mettre sur les réseaux, je sais pas. Peut-être qu'il y a plein de choses que vous rêvez de faire que vous n'avez jamais fait. Parce que vous avez peur. Qu'on vous juge, parce que vous avez peur, parce que les autres ont des attentes par rapport à vous. Donc imaginez, essayez d'utiliser la force de cette négation pour vous dire, ok, j'ai plus envie de passer à côté de ça. J'ai plus envie de rater des opportunités. J'ai plus envie, dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai pas envie de me retourner, de regarder en arrière et de me dire, putain, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, alors que je m'étais juré de le faire, alors que je m'étais promis de le faire. Et je suis sûr que si j'avais fait ce truc que je m'étais promis de faire, ça aurait changé ma vie. Ça aurait changé ma vie, j'aurais un quotidien qui serait totalement différent aujourd'hui. Je serais peut-être plus heureux, plus heureuse, que sais-je. Mais on peut pas savoir du moment qu'on l'a pas fait. Et j'ai beaucoup de gratitude, moi, par exemple, pour les choses que j'ai osé faire. J'ai lancé ma boîte alors que personne croyait en moi, alors que tout le monde me jugeait parce que j'avais 20 ans et que j'y connaissais rien. Et pourtant, ça m'a amené là, aujourd'hui, à vous faire cet épisode. Et si je l'avais pas fait, je sais pas à quoi ressemblerait ma vie, mais elle serait sans doute bien différente et peut-être beaucoup moins bien que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, premier regret, c'est celui-là. Deuxième regret, c'est sans doute mon regret préféré. Je regrette d'avoir travaillé si dur. Et ce que nous dit Bronnie Ware sur le sujet, beaucoup d'hommes que j'ai accompagnés ont exprimé leur tristesse d'avoir perdu des instants de vie, des événements avec leurs enfants, des années de jeunesse de leurs partenaires, tout ça pour travailler plus et encore plus. Et là, on touche à un vrai sujet. Ce vrai sujet, c'est celui du work alcoolique. Donc le bourreau de travail, l'alcoolique du travail, l'accro au travail, qui est un phénomène très répandu chez les entrepreneurs, à mon sens, à cause d'un élément, c'est le jeu infini. Vous savez, j'en parle très souvent, j'en ai parlé dans le dernier épisode de podcast, The Infinite Game, le jeu infini de l'argent et le jeu infini finalement de la croissance et de la productivité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe aucun plafond, aucune limite en fait, à l'argent que vous pouvez gagner, à l'argent que vous pouvez faire, à la croissance que peut avoir votre entreprise. Le problème, quand il n'y a pas de limite, c'est que c'est à nous de nous les fixer. Si on ne se fixe pas de limite, en fait, on peut toujours travailler plus. Il y a toujours plus d'heures de travail, il y a toujours plus de projets qu'on peut lancer, il y a toujours plus d'argent qu'on peut gagner. Et énormément d'entrepreneurs, beaucoup trop d'entrepreneurs, tombent dans ce piège-là. De se dire, quand ils gagnent 1 000 € par mois, ok, maintenant je veux gagner 3 000, parce qu'une fois que j'aurai 3 000, je vais enfin pouvoir avoir du temps. Je vais enfin pouvoir me consacrer à mes amis, à ma famille, à voyager, à faire plein de trucs, tout ce que je m'étais juré de faire avant. Et je vais enfin pouvoir le faire. Et en fait, on arrive aux 3 000 € et on ne le fait pas. Parce qu'on se dit, maintenant, en fait, je veux 5 000. Et je te jure, quand j'aurai 5 000, je vais le faire. Je te jure, je vais arrêter de travailler. Je vais réduire mon temps de travail, je vais moins stresser, je vais moins lancer de projets, je vais lever le pied pour profiter. Et on arrive aux 5 000. Et rien ne se passe. On fait exactement la même chose et on se dit maintenant c'est plus 5, c'est 10 000. Je le sais, je suis passé par là et tout le monde passe par là. Et le problème, c'est le même que précédemment, c'est que on fait ça pendant 1 an, on fait ça pendant 5 ans, on fait ça pendant 10 ans, pendant 20 ans parfois, et on se retourne, on regarde en arrière et on se dit merde. En fait, j'étais censé profiter durant ces 20 années, mais j'ai pas vu le temps passer. J'ai rien fait, j'ai pas fait tout ce que je devais faire, j'ai loupé des moments de famille, j'ai loupé des voyages, j'ai loupé de l'expérience, j'ai
de l'apprentissage, de tester des choses. Et je m'étais lancé pour être libre et j'ai construit tout le contraire. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas travailler ? Est-ce que ça veut dire que... Non, bien sûr que non. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui compte aujourd'hui le plus pour vous ? C'est quoi la chose la plus importante dans votre vie ? Si demain, vous devez retirer un pilier de votre vie, c'est quoi ? Est-ce que c'est votre santé ? Est-ce que c'est vos relations amicales ? Est-ce que c'est vos relations amoureuses ? Est-ce que c'est votre santé mentale ? Santé physique, santé mentale ? Ou est-ce que c'est votre argent ? Il y a un truc qu'on peut retirer, c'est quoi ? Il y a un truc qui reviendra toujours, c'est l'argent, et les autres ne reviendront jamais. Si je vous enlève votre santé aujourd'hui, la santé, elle ne revient pas. Il y a plein de choses qui reviennent dans le temps peut-être, mais très difficilement. L'argent, ça peut revenir. Donc c'est très important de comprendre ce truc. Et il y a une chose, une sorte de citation que j'aime bien, et encore une fois, c'est un podcast très philosophique, etc., que je trouve intéressante, c'est que le temps, c'est la seule chose qui ne s'achète pas. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Enfin, vous pouvez acheter du temps, plutôt, donc vous pouvez acheter du temps en déléguant des trucs, etc., mais c'est la seule chose qu'on ne retrouve pas, en fait. C'est-à-dire que quand vous perdez du temps, vous perdez du temps. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et retrouver du temps. Vous ne pouvez pas vous acheter votre propre temps. Et pourquoi c'est important de le comprendre ? Pour le même principe que ce que je disais précédemment. L'argent, il y en a toujours plus. Des projets, il y en a toujours plus. De la croissance, il y en a toujours plus. Du temps, il n'y en a pas plus. Vous avez 24 heures dans une journée. Vous avez 12 mois dans une année. Vous avez 90 années dans une vie. Si vous avez 30 ans, il vous reste 60 ans. Peut-être 50 ans en bonne santé, peut-être 40 ans en bonne santé, je sais pas. Mais il y a une date de fin. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne peut pas étendre le truc. On ne peut pas aller plus loin. Et si on ne peut pas aller plus loin, c'est que chaque moment qui passe, chaque minute qui passe, chaque semaine, mois, année qui passe, on ne pourra jamais les récupérer, jamais les retrouver. Et donc, la question à vous poser, c'est au détriment de quoi je sacrifie ce temps ? Par quoi je remplace ce temps, en fait ? Là, vous avez bossé une semaine, un mois, un an, regardez en arrière et qu'est-ce que vous avez fait à part bosser pendant cette durée-là ? Et je ne veux pas tomber dans le truc inverse en vous disant oui, mais voilà, faut plus bosser, on vit dans le monde des bisounours, on paye nos factures avec de l'air, ce que vous voulez. Non, évidemment que le travail, faudra toujours travailler, faudra toujours trouver un moyen de gagner de l'argent. Mais jusqu'à quel point ? Et c'est tout cet élément qui compte, en fait. Encore une fois, j'en parle dans mon livre parce que c'est un élément qui est extrêmement important de savoir jusqu'à quel point on s'arrête, quelle limite on met. Et moi, je sais que par exemple que j'ai défini un cadre, et ce cadre, c'est travailler 4 heures par jour. 3-4 heures par jour lycée sur une année. Oui, il y a des jours où je travaille plus, il y a des jours où je travaille moins, il y a des jours où je travaille beaucoup plus, il y a des jours où je travaille pas du tout. Mais lycée sur une année, on tient dans une fourchette de 3-4 heures par jour. Pourquoi ? Parce que ça me permet de très bien gagner ma vie. Parce que ça me permet de subvenir aux besoins que je me suis fixés, d'avoir une belle vie. Je veux bien gagner ma vie pour me faire kiffer. Je veux pas gagner moins que ce que je gagne aujourd'hui. Mais en même temps, je sacrifie pas le reste. Parce que j'ai du temps pour moi, j'ai 24 heures dans une journée, je dors 8 heures, j'ai 3 heures de travail, ça fait 11 heures, il me reste plus de la moitié de mon temps pour le reste. Pour ma santé physique, ma santé mentale, pour voyager, pour découvrir, pour profiter de la liberté que je me suis créée avec mon business. Et le piège dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent, c'est de se créer un business pour être libre et de plus avoir assez de temps pour profiter de la liberté qu'ils se sont eux-mêmes créés. Et ça, il faut l'éviter. Allez regarder le lien dans ma bio pour checker le livre. Troisième leçon, troisième apprentissage, troisième regret, gros regret. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Bronnie Ware nous partage toujours des citations, des leçons par rapport à ça. Beaucoup ont enterré leurs sentiments pour maintenir la paix avec les autres. En conséquence, ils se sont contentés d'une existence médiocre sans jamais devenir réellement eux-mêmes. Et on en revient un peu à ce qu'on disait précédemment. Le premier point, c'est le fait un petit peu de vivre pour les autres, le fait de vivre par peur, entre guillemets, des autres, d'avoir ce phénomène où, en gros, parce qu'on ne sait pas comment la personne va réagir, ce qu'elle va nous dire, etc., on garde nos sentiments pour nous, on essaye d'éviter les conflits, on essaye de brosser tout le monde dans le sens du poil, et finalement, on n'est jamais vraiment nous-mêmes. Quand on ne dit pas ce qu'on pense, quand on n'avoue pas nos sentiments, quand on essaye d'éviter le conflit parce qu'on ne veut pas être honnête avec les gens. À quel point c'est quelque chose qui nous empêche de vivre une belle vie, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est du positif que de le faire. C'est du positif que d'essayer d'être 100% honnête avec tout le monde, 100% honnête avec votre audience, avec vous-même, avec les gens qui vous entourent, avec votre famille, vos amis, et d'avouer ce que vous ressentez, d'avouer ce que vous pensez, parce que je pense effectivement, surtout dans le cercle des relations, que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le point suivant, point numéro 4,
Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Et voici ce qu'elle nous dit. Les amis représentent une richesse inestimable en fin de vie. Beaucoup ont avoué qu'ils avaient sous-estimé l'importance de ces liens et avaient permis à leur vie de les en éloigner. Il y a pas mal d'études qui soutiennent ça, il faudra les vérifier, je prenais des pincettes là-dessus, mais je crois que c'est quand même vachement baqué maintenant, que les relations amicales, donc amoureuses évidemment, mais aussi relations amicales, font partie des choses les plus importantes dans notre niveau de bonheur. Je crois que c'est même presque la truc numéro 1, notre cercle social en fait. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que les êtres humains, on est des bêtes sauvages. Ok, ça fait 2000 ans qu'on vit plus dans des caves, mais à l'échelle de l'humanité, c'est pas grand-chose. Et donc, en fait, on reste des animaux sociaux, notamment, et des animaux sociaux, dans sociaux, il y a le terme social. Et ce qui fait qu'on aime être en groupe, on aime être en tribu, avec des gens qui nous ressemblent, avec des gens qui nous comprennent. Et si vous regardez beaucoup de courbes, j'essaie de vous en mettre une quelque part ou dans la description, quand vous regardez le nombre d'amis ou d'entourage qu'on a au fil des années, vous voyez qu'à partir d'un certain âge, il y a un énorme déclin. Alors j'imagine effectivement que c'est pas toujours simple. Pourquoi ? Parce que quand on vieillit, il y a forcément de plus en plus de personnes qui partent, il y a de plus en plus de personnes de qui on est éloigné, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc, je pense, qui est aussi important à noter, qu'il faut garder en tête. Et surtout, ça rejoint aussi un petit peu tout ce qu'on a déjà vu finalement précédemment. C'est pour ça que tout s'entrecoupe un peu. C'est l'idée de se dire, oui, ok, l'argent, c'est super important. Et voilà, ça nous permet de faire plein de choses. Maintenant, il y a aussi tout le reste. Il y a vos relations amicales, vos relations amoureuses, les gens avec qui vous vous entourez, les gens avec qui vous échangez, les gens qui vous nourrissent, les gens avec qui vous passez des moments. Et je suis intimement convaincu que si là vous prenez une feuille et un stylo et vous notez les 10 moments les plus heureux de votre vie ou les 10 meilleurs souvenirs de votre vie, ce seront sûrs à 100% toujours des souvenirs où il y a plusieurs personnes. Ce seront toujours des moments en fait. Jamais vous allez vous dire... moi, mon meilleur moment, le moment où j'étais le plus heureux dans ma vie, parmi les 10 meilleurs, c'était quand j'étais devant Netflix en train de regarder telle série et qu'il s'est passé ça. Non, c'est quand j'étais en repas de famille à tel moment et qu'on jouait avec mes cousins, avec machin, et c'était tellement bien, c'était tellement génial. Quand j'étais à un coucher de soleil avec mes potes, on buvait une bière, c'était simple. Et ça fait partie des meilleurs moments de la vie parce qu'on a ce besoin de tribu, on a ce besoin d'entourage. Et pourquoi c'est important de le noter ? Bon, j'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous n'avez pas encore 70 ans, peut-être, mais la majorité ont peut-être mon âge, la trentaine, la quarantaine, je sais pas, mais on est encore loin de l'éloignement, mais en tout cas, il faut noter justement l'importance de l'entourage, l'importance d'être bien entouré et de connecter avec des gens qui nous ressemblent, et essayer de remettre ça un petit peu dans son quotidien. Le dernier point, la dernière leçon, le dernier regret, j'aurais aimé me laisser être plus heureux. Et voilà ce que Bruni nous dit. Bruni je pense. Beaucoup se rendent compte en fin de vie qu'ils se sont accrochés à des vieilles habitudes et des façons de vivre qui ont empêché leur bonheur. Ils admettent que le bonheur aurait pu être leur choix, mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est sans doute avec le premier point, je pense, le point qui résonne le plus, moi en tout cas personnellement, et avec lequel je suis le plus en adéquation, parce que je suis intimement convaincu aujourd'hui qu'il y a plein de choses et plein de situations qu'on vit, des situations qui sont désagréables, des situations qui sont parfois malheureuses, des situations qui nous rendent malheureux, des situations qui sont difficiles, qui font qu'on vit une mauvaise période, une mauvaise passe, qui nous emmènent dans un mauvais endroit, qui sont des choix. Est-ce que toutes ? Non, c'est une certitude, qui est une partie qui, entre guillemets, n'est pas de notre faute. Est-ce qu'une majorité ? Oui. Mais moi, je suis intimement convaincu qu'il y a plein de gens pour qui la vie ne convient pas. Voilà, ils ont un quotidien, ça leur convient pas, ils sont pas au bon endroit, ils n'ont pas la vie qu'ils voulaient avoir, les relations qu'ils voulaient avoir, etc. Qui sont dans cette situation uniquement par choix. Et ça peut paraître dur à entendre, mais dans la majorité des cas, c'est réel. Et c'est tout le paradoxe du choix, c'est qu'on a l'impression que ça nous est tombé dessus comme ça du jour au lendemain. Sauf que quand on remonte un petit peu dans le temps, quand on regarde un petit peu tout ce que cette personne-là a fait, par exemple, tous les choix qu'elle a pris, on se rend compte très rapidement que chaque petit choix emmène une conséquence. Et que cette conséquence, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, elle emmène à une beaucoup plus grosse conséquence. Et en fait, vous vous rendez rapidement compte, quand vous regardez votre vie, qu'il y a plein de choses qui vous ont emmené là où vous êtes aujourd'hui, qui sont uniquement des choix. À un moment donné, vous êtes confronté à des décisions. Est-ce que je regarde cette série ou pas ? Est-ce que je lance ce projet ou pas ? Est-ce que je mange ce McDo ou pas ? Est-ce que je fais cet achat ou pas ?
Et ces micro-décisions, ces micro-choix, c'est des décisions qui ont l'air anodines sur le papier parce qu'on se dit, c'est juste une bouffe, c'est juste une soirée, c'est un repas, c'est une dépense, c'est un projet. Oui, c'est dans l'idéal, oui, c'est dans l'idée sur le papier, oui, c'est un choix. Mais quand vous mettez tout bout à bout, en fait, ça en fait un mode de vie. Quand vous mangez une fois de la malbouffe, c'est un choix. Quand vous en mangez une fois tous les jours pendant 1 an, c'est un mode de vie. Et c'est ce qui emmène beaucoup de personnes à ne pas, malheureusement, vivre la vie qu'ils souhaitent vivre, mais uniquement par choix. Et donc, encore une fois, il faut avoir la force et le courage de regarder ça en face et de se dire, ok, je ne suis pas là où je voulais être. En grande majorité de ma faute. Peut-être qu'en réalité, non. Peut-être qu'il y a plein de facteurs extérieurs qui font que ce n'est pas vraiment de votre faute. Mais je pense, encore une fois, que pour la majorité des gens, c'est le cas. Et comment je peux prendre finalement cette leçon et ce qui se passe aujourd'hui pour essayer de prendre les bonnes décisions, de me dire ok, c'est quoi la vie que je veux avoir, comment je peux obtenir cette vie, comment je peux prendre cette direction et quel choix je dois faire pour prendre cette direction-là et surtout, encore plus fort, quel choix je ne dois pas faire parce que c'est beaucoup plus puissant de savoir ce que vous ne devez pas faire. Vous voulez être en bonne santé, c'est beaucoup plus simple de vous dire qu'est-ce que je ne dois pas manger, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Vous ne devez pas rester assis toute la journée, vous ne devez pas manger de produits transformés. Et croyez-moi, si vous faites juste ces 2 choses-là, vous allez être en bien meilleure santé que si vous listiez tout un tas de choses complexes à faire et à mettre en place. Ne mangez plus de sucre, plus de produits transformés, plus de mauvaise graisse. Et ne restez pas assis toute la journée, ne faites pas un travail sédentaire et bougez. Croyez-moi que vous aurez énormément de résultats à la fin des 30 jours juste parce que vous avez pris des décisions. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, allez acheter et lire son bouquin, qui est très intéressant. Il y a beaucoup plus d'exemples d'histoires de toutes ces personnes-là. Si jamais vous voulez aujourd'hui mieux travailler cette idéologie générale de créer un business au service de votre vie, avoir une vie qui vous correspond, il y a mon bouquin pour le coup qui est disponible dans la description, Solopreneur, l'art de créer un business en ligne au service de sa vie. Évidemment, on parle de tout cet aspect créer un business autour de son quotidien, donc on définit notre vision idéale, et après il y a une énorme partie, 60-70% du livre, qui repose sur évidemment le fait de monter et développer son business. Tout ça c'est dans la description, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cet épisode de podcast. Jusqu'à la fin, je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu, c'était Tony, ciao.